La secrétaire de séance dans l'ordre du tableau sera Peppa Kainen. Et je vais d'abord faire l'appel. Donc Stéphane Rodier présent, Hélène Boudon absente et donne pouvoir à Claude Guyon-Chenot qui accepte, Claude Guyon-Chenot présent, Isabelle Furgon présent, David De Rossi présent, Catherine Papu présente, Pierre Conti présent, Monique Durand-Prada. Sylvain Herman présent, Martine Munoz absente et donne pouvoir à Stéphane Rodier, Sophie Delegue présente, Didier Sturma présent, j'ai vu tout à l'heure, Lisa Hazard présente, Michel Combronde présent, Béthule Simsek, ouais, n'a pas de pouvoir. Faudra lui dire. Vincent Petitjean, présent. Monique Moreno, absente et donne pouvoir à Pierre Sureda, qu'il accepte. Pascal Thiriot-Raucourt, présent. Patricia Beaumont-Morin, absente et donne pouvoir à Isabelle Furgon, qu'il accepte. Pierre Sureda, présent. Peppa Kainen présente, Thierry Barthélémy présent, Michel Magnol présente, Christophe Manca présent, Éric Boucourt présent, Régine Béal absente et donne pouvoir à Serap Alpes qui était par là, Francis Roux présent, Serap Alpes donc elle arrive, elle vient. Johan Bentejac absent et donne pouvoir à Éric Boucourt qu'il accepte. Farid Alaïd présente. Claire Joyeux. Tahar Bouanan absent et donne pouvoir à Annie Cheval-Denay qu'il accepte. Et Annie Cheval-Denay. Alors, simplement un point sur la technique du jour. Lorsque vous voulez prendre la parole, il suffit d'appuyer sur un bouton, un des deux boutons qui est du micro. Et c'est, voilà, par exemple, n'importe qui, allez-y. Voilà, alors, voilà, là j'ai donné la parole. Alors, vous avez demandé un peu trop. Attendez, ouais, c'est bon, vous avez la parole. Quand c'est devenu rouge, c'est que vous avez la parole. Je peux donner la parole qu'à 4 personnes à la fois. Ah d'accord. Quand c'est rouge alors. C'est bon. Hop, voilà. C'est bon, allez, je désactive tout le monde. Et nous allons pouvoir commencer avec l'approbation du procès verbal du conseil municipal du 16 juin et je vais laisser la parole à Peppa qui doit appuyer sur le bouton et je lui... Alors appuie, 5 minutes. Voilà, je te donne la parole. C'est bon? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous avez bien pampariné. Vous m'entendez? Il faut rapprocher bien près le micro. Ouais, voilà. Vous m'entendez là? Il est proposé au conseil municipal d'approuver le procès verbal du 16 juin 2022. Y a-t-il des remarques, des questions, des votes contraires? Je vous remercie. Merci Peppa. Je vais commencer donc par les délégations du maire. Alors, délégation DCM, pardon, 2022-35, il s'agit de la réalisation du feu d'artifice dans le cadre du 14 juillet avec la société Brézac Artifice pour un prix global et forfaitaire de 8 000 € annuel sur 3 ans. Alors vous êtes bien évidemment tous invités le 14 juillet à 22h30 pour le feu d'artifice à la fin au pré. La DCM 2021-36, on l'avait déjà vu le 2 juin, donc je reviens pas dessus. La DCM 2022-40, il s'agit d'un marché de fournitures et de services
pour l'organisation du festival La Pamparina, avec un lot qui est infructueux. On reverra à peine plus loin la DCM 2022-48. Il s'agit de ce lot qui a été attribué. Alors, le lot 2, c'est des navettes qui ont été attribuées à Keolis pour un montant de 1526-37 €. Et je fais du coup la DCM 2022-48. Il s'agit du lot de la restauration pour un montant de 15 € par repas sur la base de 850 repas minimum et 1050 repas maximum. J'en profite pour saluer le travail qui a été fait au cours de cette Pamparina et du succès qui en a résulté. Et je tiens à remercier l'ensemble des équipes sous la direction de Christophe Pili qui ont travaillé d'arrache-pied pour arriver à un tel résultat. Je remercie aussi l'ensemble des partenaires et tout particulièrement l'État qui nous a accompagnés sur cet événement. La DCM 2022-44, il s'agit d'un avenant pour une installation de centrale de traitement d'air pour la salle du Conseil, la salle Tournillac, pour un montant de 2545 €. La DCM 2022-46, il s'agit de travaux sur le bâtiment du Centre B dans le cadre de la convention qui nous lie avec ce qui va devenir le LIR. Donc il faut apprendre maintenant cet acronyme qui est le Laboratoire européen d'architecture pour la revitalisation des petites villes ou des villes moyennes. C'est ça. Donc, deux marchés, un marché de maçonnerie avec SAS Louis Jeunesse pour un montant de 5 814 € et un marché de charpente couverture avec la SAS Maurice Nellier pour un montant de 10 930 €. Y a-t-il par rapport à ces DCM des interventions ? Alors, nous allons passer au point suivant, point finance. Il s'agit d'admission en non-valeur pour un montant de 9 433,13 €. Ce sont des créances qui concernent des facturations, alors cantine, garderie pour moitié, et le reste, c'est des créances de droit de place ou des dettes de loyer et charges. Y a-t-il par rapport à ce point des interventions, des oppositions ? Des abstentions, je vous remercie. Point suivant, c'est une décision modificative du budget SIC qui suit le vote lors du conseil municipal du 2 juin de l'achat de la licence 4 à Monsieur Rabat Achari. Et donc, ce qui est proposé, c'est d'inscrire les sommes budgétairement. Donc, vous avez des plus et des moins pour 4 800 €. Y a-t-il sur ce point des interventions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. La décision modificative numéro 4 au budget principal. Alors, il s'agit pour une part de ce qui avait été inscrit au chapitre 65, c'est-à-dire aux subventions. Jusqu'à maintenant, on avait une convention d'objectifs et de moyens avec les entreprises à but d'emploi. Maintenant, on passe sur un autre modèle puisqu'il y a eu la création d'une société publique locale, Gaïa, et donc c'est la traduction budgétaire de ce mécanisme nouveau pour un montant de 235 000 €. Et pour le reste, il s'agit du paiement du régisseur de la Pamparina et des charges salariales et patronales à régler au guichet unique du spectacle occasionnel pour un montant total de 8 100 €, avec les rémunérations pour 4 120 € et les cotisations URSSAF pour 3 980 €. Y a-t-il sur ce point des interventions? Monsieur Beaucourt. Alors attendez. C'est bon. Vous appelez Monique Durand-Prada. C'est bien qu'il y a un signe. Hein, juste une. Monique. Qu'est-ce qu'il y a? Elle s'appelle Monique. Ah bon? Sur l'appareil. Juste une question sur le juridique. Ça veut dire que la subvention, ce qui était une subvention
aux EBE devient quoi alors? C'est plus une subvention, c'est à part, ça change de chapitre. Ça signifie quoi? En fait, c'est plutôt du domaine de la prestation, où en fait les entreprises à but d'emploi, par rapport à ce qu'elles peuvent faire, vont payer à la SPL, et la SPL va repayer, enfin va demander à être payée par soit la ville d'un côté, soit par la communauté de communes de l'autre. On n'est plus sur une subvention directe comme ça a été le cas. Alors, pourquoi on passe aussi sur ce mode d'organisation? C'est aussi pour renforcer juridiquement le modèle, puisque la convention d'objectifs et de moyens était quand même assez douteuse vis-à-vis d'une entreprise à but d'emploi pour de tels montants. D'accord. Donc, alors, c'est un régime de prestation. Oui, c'est ça. D'accord. Mais pour le même montant, du coup. D'autres interventions? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant vous a été remis sur table, d'ailleurs, l'allotissement suivant, enfin, qui est proposé par la CAO pour les marchés de fourniture de denrées alimentaires pour les restaurants scolaires et autres. Donc vous aviez 18 lots, sachant que 3 d'entre eux n'ont pas trouvé, ont été non, 4 d'entre eux, pardon, le lot 9, le lot 12, le lot 17 et le lot 16 ont été déclarés infructueux par la CAO. Et donc, si vous voulez, je vous redis quelles entreprises ont été retenues pour le lot 1, Terra Azur, pour le lot 2, Terra Azur toujours, pour le lot 3, Passion Froid, pour le lot 4, Socopa Viande, lot 6, Socopa Viande aussi, le lot 7, il s'agit de SDA, le lot 8, Terra Azur, le lot 10, France Frais Auvergne, le lot 13, c'est la boulangerie Croze à Escoutou, le lot 17, aussi la boulangerie Croze, et le lot 15, il s'agit de Épicaveur, et donc il vous est proposé de m'autoriser à signer ces marchés de fourniture de denrées alimentaires. Des interventions? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant, pareil, vous a été remis sur table la décision de la CAO. Il s'agit d'un marché de services sur la télécommunication avec 4 lots. Alors, le lot 1, la téléphonie mobile, a été attribué, ou il a été proposé d'attribuer plus exactement à SFR, la téléphonie fixe à Orange SA, l'accès Internet et services associés à Orange SA et la téléphonie IP à SFR. Y a-t-il sur ce point des interventions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Et je laisse la parole à David de Rossi pour un renouvellement de conduite d'eau potable sur le secteur de Felay. David, il faut appuyer sur le bouton. Oui, monsieur. Merci, monsieur le maire. Donc, il s'agit de travaux assez importants de renouvellement de conduite d'adduction d'eau potable sur le secteur de Felay. Donc, le marché de travaux d'eau potable a été attribué à Sanchez. La tranche ferme route du Faux a été réalisée courant 2019 et la tranche optionnelle avenue du Pradou d'un montant de 357 601 € hors taxe a été notifiée le 25 mai 2021. Dans le cadre de ces opérations, il y a des travaux supplémentaires qui sont indispensables en cours de chantier. La mise en place de vannes et d'attente sur la nouvelle conduite d'adduction d'eau potable, des terrassements supplémentaires nécessaires à l'approfondissement du fonçage et la repose de réseaux d'assainissement au droit du carrefour du pré de la Pie. La réalisation de
3 branchements d'eau potable supplémentaires, la pose de pièces de raccord supplémentaires. Voilà, donc il est nécessaire de signer un avenant au marché de travaux pour un montant de 35 526 € hors taxe, réparti de la manière suivante: 24 131 € sur le budget d'eau potable et 11 395 € sur le budget assainissement. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver cet avenant du marché avec la société Sanchez pour un montant de 35 526 €, portant le nouveau montant du marché à 711 276 €, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Merci David. Y a-t-il sur ce point des interventions, des oppositions, des abstentions? Vous cherchez peut-être le mot de passe pour... je ne l'ai pas donné, mais... alors... J'en profite du coup. Si vous utilisez, si vous avez besoin du réseau, il suffit de mettre TDM en majuscule, tiers, 63, point d'exclamation. Je ne sais pas si vous en avez besoin, mais non. J'ai l'impression que certains en ont besoin. C'est ça. Je comprenais pas pourquoi il y avait le temps que ça monte au cerveau. Donc, je répète, TDM en majuscule, tiers, 63, point d'exclamation. Alors, le point suivant, il s'agit d'application de pénalités de retard pour le marché de travaux de réhabilitation de la médiathèque de Thiers. Alors, il vous a expliqué comment ont été calculés le nombre de jours de retard. On est arrivé à 61, alors en retirant un certain nombre de jours, alors soit qui n'étaient pas ouvrés, soit qu'on puisse aussi ramener des périodes de congés comme celle de Noël, on les a retirées, donc on vient à 61 jours et il est prévu des pénalités de 300 € par jour de retard ouvré, soit un montant de 18 300 €. Alors, de l'ensemble de ces entreprises, certaines ont répondu suffisamment rapidement aux demandes pour qu'on ne leur applique pas de pénalité. C'est ce qui vous est proposé sur le lot 3, 4, 5, 12, 18 et 19. Certaines avaient un peu de retard, mais ont fait quand même le nécessaire. Et donc, il est proposé d'être simplement sur 10% de cette enveloppe de 18 300 €, soit 1 830 € de pénalité. Et 2 entreprises n'ont pas fait ce qu'il fallait pour répondre aux demandes. Et donc, il est proposé d'appliquer les 18 300 €, sauf pour l'une d'entre elles, parce que le marché total hors taxe était de 57 402 €, et donc 18 300, ça paraît un peu beaucoup par rapport au marché lui-même. Donc il est proposé d'être simplement à 25% de ce montant. Donc le tableau récapitulatif, vous l'avez enfin, et vous avez les propositions de pénalités de retard retenues pour l'ensemble des entreprises, celles qui sont exonérées, 1 830 €, 14 350 ou 18 300 €. Y a-t-il sur ce point des interventions, des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Alors, point suivant, il s'agit de la mise à jour du tableau des emplois avec pardon. Alors, merci. Non, excusez-moi, c'est juste, alors c'est une coquille, je pense que tout le monde l'a relevé, mais je pense que c'est mieux quand c'est dit. Je pense en tout cas que c'est une coquille pour Proclim Énergie. Le montant des pénalités n'est pas de 18 300 €, j'imagine, mais bien de 1 830. C'est pas ça? C'est bien 18 300? D'accord, donc c'est moi qui suis un mauvais élève. Donc je retourne dans ma niche, excusez-moi. Non, c'est justement... non, c'est pas une erreur. D'accord.
C'est pas une erreur. Alors, la mise à jour du tableau des emplois dans la création de postes, il y a un certain nombre de créations qui sont liées à un même poste, c'est-à-dire qu'on a créé par exemple un poste d'attaché principal à temps complet et un directeur territorial à temps complet. Il s'agit du poste possible pour le directeur financier et donc suivant ce que l'on aura comme référence, on pourra le mettre sur un poste ou sur l'autre. Après, il y a un poste d'adjoint administratif à temps complet qui est un poste lié au marché public. Vous avez un poste de bibliothécaire à temps complet sur la médiathèque. Vous avez sur la filière technique un poste de technicien contractuel à temps complet dans le bâtiment, et donc le projet porte sur 5 créations de postes. Sur les suppressions de postes, vous avez un poste de professeur d'enseignement artistique hors classe à temps complet, c'est un départ à la retraite. La filière technique, vous avez un poste d'adjoint technique principal de 2e classe à temps complet et un poste en contrat parcours emploi compétences. On supprime des postes, mais c'est pas des suppressions d'emplois. Sur la filière administrative, il s'agit d'un poste d'attaché à temps complet et un poste d'attaché en temps complet en contrat article 3.3.2. Et il y en a une modification de poste avec un contrat à durée déterminée à temps non complet à 75% qui passe en CDI à temps complet pour le Conservatoire de musique et de danse et de théâtre. Y a-t-il sur ce point des interventions, Monsieur Beaucourt? Attendez. Merci, M. le maire. On supprime des postes, mais pas des emplois, avez-vous indiqué. Donc, il faut comprendre que ces postes seront remplacés par des... Enfin, ces emplois seront remplacés par des postes de grade différents, inférieurs, si c'est quelqu'un qui débute. Sur les parcours, par exemple, le parcours emploi compétences, c'est des fins de... c'est un contrat avec une date de fin. Et puis après, les autres, c'est des postes qui sont non pourvus, qui ont été supprimés. Parce que soit il y a des départs, donc il y aura un moment où il y aura des recréations de postes suivant ce qu'on recherchera. D'accord. Ils sont supprimés provisoirement, mais votre intention est de les pourvoir, c'est ça? Sachant que de la même façon que vous avez vu sur les créations de postes, pour une personne, on peut créer 2 postes. Parfois, on supprime des postes qui avaient été créés au moment de pourvoir un poste, au moment où on pensait pourvoir un poste, pour avoir une lecture à peu près continue dans le temps. Ok. Y a-t-il sur ce point des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, il s'agit d'une convention avec la Société hydraulique d'études et de mission d'assistance, la SHEMA, et la ville de Thiers. Alors, la SHEMA remplace la FHIYM, je ne sais pas comment on prononce de toute façon. Ils s'occupent du barrage, ils ont un certain nombre de terrains en aval de ce barrage, et comme vous le savez, nous avons un parcours qui est lié à la vallée des Rouets, à la fois d'un point de vue patrimonial, culturel, touristique, sportif, et donc il vous est proposé d'avaliser cette convention qui nous permettra de continuer à avoir ce parcours sur la vallée des Rouets. Y a-t-il des interventions sur ce point? Des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Alors, le point suivant, vous corrigerez de vous-même, il est mis vie scolaire, il ne s'agit pas de la vie scolaire, il s'agit bien de la partie liée au tarif du camping et de l'aire de camping-car d'Illois. Vous aviez eu donc l'ensemble des tarifs des camping-cars et de l'aire de camping-car qui est mise à jour par rapport à des demandes aussi de ce que l'on voit en termes de coûts liés à l'inflation. Y a-t-il sur ce point des interventions, des oppositions, des abstentions? C'est la Pamparina qui vous a fatigué, non?
C'est ça. Ça c'est dans le dictionnaire des idées reçues. Flaubert écrit justement musique adoucit les mœurs, exemple la Marseillaise. Alors, nous poursuivons. Alors, il faut appuyer. Alors, attendez. Moi, je m'appelle Tara Bonane. Ça y est, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ok. Non, pas de remarques sur cette délibération, mais on pensait que nous seraient présentés lors de ce conseil municipal les tarifs des activités complémentaires proposées par le nouveau prestataire. On avait eu l'occasion d'en discuter lors du dernier conseil municipal. Alors, je peux vous donner les tarifs. On pensait que ça devait passer au vote, mais apparemment c'est pas utile. Mais ce serait intéressant qu'on ait une information sur les tarifs proposés, et notamment sur la mise en place de tarifs familiaux, tarifs réduits en fonction du nombre d'enfants ou des choses comme ça. Alors, pour l'instant, les premiers tarifs qui ne sont pas donc votés pour les activités nautiques sont pour une durée de 30 minutes. Le waterbike, donc c'est les vélos aquatiques, adultes 10 €, pour les enfants 7 €, paddle adulte 10 €, adulte duo 15 €, paddle enfant 7 €, enfant duo 12 €. Mississippi, donc c'est les petits pédalos pour les enfants, 5 à 7 ans, 5 €, 7 ans et plus, 7 €. Pour le parc aquatique gonflable, pour une durée de 30 minutes, une entrée pour un adulte 10 €, avec 5 entrées à 43 €, avec des réductions en fonction du nombre d'entrées. Et pour les enfants, 7 € et 5 entrées pour les enfants, 30 €. Donc ça, ce sont des tarifs que nous n'allons pas voter puisque ce ne sont pas des équipements municipaux. Et là, on vote vraiment que les tarifs pour le camping et l'air camping-car. On fera passer de toute façon les tarifs à l'ensemble du conseil par... je me souviens pas si j'ai fait... Alors, sans recul, sans réflexion, globalement, vite fait, on s'est dit, ça paraît quand même un peu cher pour une demi-heure, quoi. Par exemple, 10 € pour les waterbikes, pour la demi-heure, 7 pour les gamins. Enfin voilà, ça nous semblait un peu important, mais bon, après, on ne connaît pas les coûts que ça représente pour le prestataire, mais... Alors, on a rencontré quand même notre prestataire, et en l'occurrence, il se plaint plutôt de problématiques liées à l'inflation, d'explosion des coûts, d'installation de compteurs électriques à des endroits qui n'avaient pas forcément été prévus. Donc, on est vraiment dans l'installation. Je pense qu'on a besoin aussi d'un peu de visibilité. On a besoin d'asseoir la réussite de cette opération en lien avec ce prestataire qui est jeune, qui s'est lancé avec beaucoup de fougue et beaucoup d'envie. Et très clairement, je pense que c'est quelqu'un sérieux qui essaye d'avoir des prestations de qualité. Alors, c'est relatif, hein. Effectivement, quand on le voit du côté de la famille, moi je conviens que ça peut être un peu cher, et particulièrement pour les populations liatières. Par contre, quand on le voit de son côté, et quand on voit son modèle économique, les rentrées qui sont estimées sont... Enfin, on n'est pas sur quelqu'un qui cherche à faire énormément d'argent. On est plutôt sur quelqu'un qui, à mon avis, même un modèle économique un peu fragile et qu'il faudra certainement accompagner. Donc, c'est là où, à mon avis, on aura peut-être aussi des choses à revoir par la suite. Frédéric Chaunier. J'ai le nom de Frédéric Chaunier, VPO Tourisme, comme ça. Pour te répondre aussi, Claire, les tarifs sont à peu près, sont sensiblement les mêmes que dans les campings aux alentours, Pontastier, Saint-Rémy, et pour les activités nautiques par rapport au paddle à Vichy notamment. Un peu moins cher qu'à Vichy, mais c'est un peu aligné aussi par rapport au prix et au coût du terrain, on va dire. Bien, je vous propose de passer au point suivant avec la vente du 5 rue du Bourg par David.
Oui, merci Monsieur le maire. Donc il s'agit d'un immeuble dont la municipalité en est propriétaire, 5 rue du Bourg, un immeuble de 4 niveaux, composé d'une cellule commerciale en rez-de-chaussée, la coutellerie François 1er, et de 3 logements dans les étages. L'historique, c'est que en 2017, ce bâtiment était extrêmement dégradé et le propriétaire n'avait pas les moyens de faire les travaux de sécurisation au niveau de la toiture, ce qui fait que la municipalité a proposé au propriétaire de l'époque l'acquisition de cet immeuble. La vente a été passée à 1 euro symbolique auprès de la municipalité qui a repris donc l'immeuble pour faire les travaux. Ils ont fait les travaux de sécurisation au niveau de la toiture, seulement les travaux au niveau des planchers n'ont pas été réalisés. Et donc aujourd'hui, ces planchers menacent ruine et il est important de faire les travaux de sécurisation entièrement au niveau de la charpente et des planchers pour mettre en sécurité la cellule commerciale. Donc on en a parlé avec la locataire actuelle du local commercial et de son fils, Manu Laplace, qui lui nous a fait une proposition d'acquisition de l'immeuble, puisque ça l'intéresse de pouvoir ouvrir à terme une boutique avec un showroom et un atelier de fabrication de couteaux en plein centre-ville dans la rue du Bourg. Après discussion et vu l'état, parce qu'on a fait passer les domaines, mais vu l'état du bâtiment, on lui a proposé une vente à l'euro symbolique de l'immeuble pour qu'il puisse réaliser les travaux. Donc l'idée c'est qu'on lui vend un euro symbolique, mais il réalise les travaux de sécurisation. Et en plus, ça permettra d'avoir un nouveau commerce en plein centre-ville et de pouvoir générer un peu plus d'attractivité avec une coutellerie quand même assez renommée et plutôt qualitative, la boutique du 15-15 de Manu Laplace. Donc il vous est proposé d'approuver la vente de l'immeuble 5 rue du Bourg à Manu Laplace pour le montant de 1 euro. L'ensemble des frais liés à la vente sera à la charge de l'acquéreur, donc Manu Laplace, et d'autoriser Monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Y a-t-il des interventions? C'est le bon. Oui. Alors, d'abord, et puis Merci. après, je vous donne directement. D'accord, merci. Plusieurs questions et quelques remarques. Vous avez fait état de l'estimation des domaines, c'est ça? Elle a été, parce que dans le rapport, elle n'était pas mentionnée. Quand on est en dessous d'un certain prix, les domaines ne font pas d'estimation en dessous de 108 000 euros, ce qui est très clairement le cas. En l'occurrence, il n'y a pas d'estimation de domaine. Bon, par contre, bon... 108, non 180 000, hein, d'accord. bien zéro. Quelques remarques. D'abord, je voudrais dire que, bon, au nom de nous trois, puisque je parle pour trois, pour le moment, l'opportunité de cette session à un particulier qui, lui, s'engage, et vous l'avez souligné, à faire des travaux, bon, elle est fort tentante, non seulement eu égard à l'état du bâtiment, mais aussi par sa localisation qui est quand même particulièrement sensible dans ce secteur d'une rue principale quand même, hein, d'une rue principale commerçante. Cependant, nous, cette opportunité de vente à 1 euro nous pose question par rapport à cette fixation de ce montant symbolique. D'abord, le signal qui risque d'être donné sur le marché privé de l'immobilier, hein, une vente à 1 euro. Bon. Par rapport au choix de l'acquéreur, parce que quelque part, il n'y a pas eu d'appel à autres candidats, est-ce qu'il n'y a pas une distorsion enfin une inéquité, une perte de possibilités pour d'autres, quoi. Il n'y a pas eu de communication publique sur ce projet de vente. Et cette opportunité, pour nous, crée un précédent qui est susceptible de déstabiliser des opérations futures, mais aussi de générer, je le redis, des inéquités et des contestations, bon, pour d'autres opérations de la part de candidats éventuels qui pourraient aussi se porter acquéreurs. Mais alors, comment fixer le 1 euro? Pourquoi pas 1 000 euros? Pourquoi pas 2 000 euros? Quels seraient les critères de fixation de prix? Donc, nous, on s'interroge, je le redis,
pas sur sur le fait que c'est une opération nécessaire l'opération de réhabilitation, elle est nécessaire, elle est évidente dans ce quartier, et puis pour créer de l'activité, et puis aussi pour des raisons de sécurité, hein, c'est évident, on ne veut pas le nier, mais c'est sur les modalités de fixation de ce prix de vente. La crainte qu'il y ait des contentieux, quoi, des acquéreurs évincés qui se trouvent lésés, ça aussi. Donc voilà, c'est par rapport à ça que, bon, bah, écoutez, nous présenterons 3 abstentions parce que on manque de réponse sur cette voilà, cette opportunité-là, ce qui est proposé pour cette opération, c'est sur les modalités, quoi, 1 euro, mais pour la suite, qu'est-ce que bon. Alors, je rappelle, voilà. Hein, ces ventes à 1 euro, c'est pas quelque chose de proprement tir noir. On a vu énormément de villes s'engager justement sur des ventes à 1 euro sur des territoires qui étaient un peu comme celui, comme le nôtre, avec des difficultés économiques. Je termine. Plusieurs candidats. Je termine. Oui. Donc, on est sur quelque chose qui est maintenant on va dire une politique qui est menée sur énormément de lieux en France, et la volonté là, c'est de dire que l'aspect économique pour la ville, où on peut se dire on peut récupérer peut-être 10 000 acquis, vu l'état du bâti en lui-même, je laisserai peut-être David indiquer plus avant l'état lui-même de ce bâti, mais c'est surtout que pour nous est beaucoup plus importante, et je crois que c'est une politique de fond, les activités plutôt que le foncier. De mon point de vue, d'ailleurs, c'est assez surprenant que votre groupe s'abstienne là-dessus, parce que l'idée que le foncier est plus important que les activités, c'est pas une idée très à gauche, hein, entre nous, soit dit. Là, je suis un peu surpris, mais bon, je suis un peu taquin. David. Non, mais, Monsieur le maire, si je peux compléter mon propos, les propositions d'acquisition à 1 euro pratiquées par d'autres communes sur des terrains, sur des lotissements, etc., elles sont en offre publique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs candidats possibles. Là, on ne sait pas, il n'y a pas eu d'appel à d'autres candidats. Non. Voilà. Alors, donc c'est là-dessus. Et idée de gauche ou pas idée de gauche, je vous ai dit d'emblée que nous étions tout à fait, nous considérons que le projet est intéressant, mais c'est les modalités là pour ce candidat, c'est de ce que ça peut, cette opportunité-là, ce qu'elle peut entraîner pour la suite, pour d'autres opérations, parce que les règles ne sont pas fixées de façon, comment dirais-je, claire et opposable à tous. C'est pour ça. Alors, donc voilà. Je peux entendre l'argument, Annie, seulement là, il y a urgence. C'est-à-dire qu'on est sur un sinistre qui menace une locataire existante, une locataire d'un immeuble qui appartient à la municipalité. Soit c'est la municipalité qui fait les travaux en urgence pour pouvoir mettre en sécurité le bâtiment, et évidemment on est sur un bâtiment public, donc ça on le ponctionne sur le budget de fonctionnement, et on sait qu'aujourd'hui on n'en a pas du tout les moyens. Soit on a l'opportunité d'un propriétaire qui se trouve être le fils de la locataire en question, qui peut porter les travaux et qui peut commencer les travaux très vite, et on s'est organisé avec lui en ce sens-là, pour qu'il commence les travaux dès demain, si vous en êtes d'accord ce soir. Alors, Francis Roux. Oui, donc merci Monsieur le maire, messieurs et mesdames les conseillers. Donc pour rejoindre un petit peu Annie dans le sens de l'inquiétude des procédures, il faut dire que je parle au nom du groupe, où nous sommes plutôt favorables à l'idée, mais afin d'éviter tous les écueils, je pense qu'il faudrait peut-être un avis EPF, à défaut de l'EPS-MAF, puisqu'on est membre, on aura toujours un avis, peut-être des coûts. Et deuxième chose, que la vente soit signée avec des conditions suspensives en termes de délai, en termes de travaux et de contenu de ces travaux et de rétro-planning sur l'ensemble de l'opération. Et après, pour rejoindre le groupe là-bas, c'est vrai qu'il peut y avoir peut-être d'autres opérateurs qui se seraient trouvés intéressés, d'où le fait de bien blinder la déposition par une vente avec des conditions suspensives. Alors, sur les clauses suspensives, je propose de la rajouter sur c'était prévu. La proposition qui vous est faite par rapport à l'EPF-SMAF. Très clairement,
on est très loin des 180 000 euros, donc ils ne viendront jamais estimer un bien de ce type. Et puis c'est surtout que très clairement, on manque aussi, pour estimer, il faut qu'il y ait un marché suffisant pour qu'il y ait une estimation qui veuille dire quelque chose. Là, on est sur un péril avec des difficultés diverses et variées. Et c'est aussi en ce sens que ce que nous portons, c'est de dire si on veut éviter les périls en centre-ville, il faut absolument qu'il y ait de l'activité et donc des gens qui s'engagent pour porter cette activité. De la même façon que toutes les aides que l'on a pour accompagner les propriétaires occupants, en particulier, ça a été rappelé plusieurs fois par Monsieur Beaucourt sur les façades. Ça, c'est important pour ramener le bien en lui-même à ce stade aujourd'hui. Et on espère pouvoir inverser cette dynamique-là, mais à ce stade, il vaut peu de choses, précisément parce qu'il n'y a pas d'activité au centre-ville. Donc, on a eu pendant très longtemps énormément d'investisseurs, d'investissements publics. On parle de millions d'euros, et l'investissement privé n'avait pas pris le relais. Et donc, pour nous, ça fait partie des choix qui peuvent accompagner une relance de ce centre-ville. Le fait qu'il s'engage pour créer un commerce, c'est important pour nous. Le fait qu'il réhabilite aussi le lieu, c'est important pour nous. Et au vu de ce qu'a dit David, l'urgence par rapport à une situation donnée fait qu'on joint d'une certaine manière une politique de long terme avec une urgence de court terme. Monsieur Beaucourt. Attendez, ne parlez pas trop vite. Voilà. Je voulais ajouter un point, hein, comme dit Francis, on a très bien compris l'opportunité de l'opération, nous l'approuvons tout à fait. Tout ce qui peut accélérer la rénovation du centre-bourg est bon à prendre, dès lors que les clauses suspensives seront mises en œuvre, puisqu'il faut quand même que l'acquéreur s'engage juridiquement un minimum. Les clauses, je demande à ce qu'elles soient rajoutées dans le vote, comme ça on ne pourra pas acter un contrat qui ne mettrait pas en place ces clauses. En revanche, bon, ça ne doit pas devenir pour l'avenir une habitude. J'espère qu'il y aura d'autres opérations de ce type pour accélérer dans le centre ancien, je l'espère sincèrement. Mais je crois aussi, comme l'a dit Annie Cheval-Donnet, qu'il est quand même nécessaire qu'il y ait une information, une mise en concurrence minimum, d'abord pour des raisons juridiques, éviter les recours, et puis des raisons d'équité qui me paraissent évidentes. On a un très bon porteur de projet, c'est vrai, mais enfin, il pouvait y en avoir un autre. Donc, nous sommes tout à fait prêts à le voter, mais pour l'avenir, je pense que ça serait hautement souhaitable qu'il y ait une procédure de mise en concurrence. Même si elle est allégée, elle peut être assez rapide, mais je pense que c'est nécessaire. Alors, il y aura un dossier qui va venir sur une vente assez peu chère, c'est le dossier Place des Martyrs, sur lequel on a un peu plus de temps et sur lequel on pourra travailler de manière un peu plus sereine et en ouvrant beaucoup plus la proposition à un ensemble d'acteurs. David ? Oui, juste pour rappeler à nouveau, effectivement, moi je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur Beaucourt, et toi aussi, Annie. Si on a le temps, on fait une procédure d'appel d'offres et puis on vend au plus offrant ou à la meilleure proposition. Seulement là, je rappelle le caractère d'urgence lié au sinistre. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le temps de faire cette procédure-là. Mais dans les autres bâtiments qui appartiennent à la municipalité, évidemment, on fera cette procédure et je pense que ce sera intéressant de voir quelles sont les offres qui nous sont proposées. Bien, je fais voter en l'état. Y a-t-il des votes contraires? 3 abstentions. 3 abstentions. Alors, je laisse la parole à David pour le projet, la charte territoire en commun. David, attends. Merci Monsieur le maire. Donc l'Agence nationale de cohésion des territoires a sollicité la ville de Thiers pour participer à un dispositif de projet partagé. Donc l'ANCT propose une ingénierie collective avec 3 autres collectivités, donc la commune de Vaison-la-Romaine, la commune de Vendeuvre-lès-Lancy, la communauté de communes de la vallée de Kaysersberg. Et à travers ce projet territoire en commun, l'idée c'est de proposer
à ces collectivités une démarche participative liée au projet d'aménagement public. Et donc ce projet toucherait principalement le projet de renouvellement urbain, donc aménagement des espaces publics dans le centre-bourg. Donc il est demandé au conseil municipal d'approuver la participation de la ville de Thiers au projet partagé territoire en commun, d'approuver la charte présentée en annexe et d'autoriser monsieur le maire à signer tout document se rapportant à la présente décision. Alors c'est une opportunité puisque pour nous c'est une opération qui est financièrement neutre mais qui permet de nous accompagner sur un certain nombre de choix qui sont importants pour la ville. Alors, hop, allez-y. Merci, oui. J'ai une petite remarque et puis une demande de précision, mais vous avez déjà apporté par anticipation une réponse. Petite remarque, dans la description de la situation de la commune de Thiers et ses partenaires, moi j'ai un petit peu regretté, quand on situe le Thiers, etc., qu'il n'y ait pas de référence que la ville appartient à un parc naturel. D'autant plus que, vous le savez, Monsieur le Président, ce parc naturel porte des dispositifs d'accompagnement déjà des collectivités en matière d'urbanisme, de participation des habitants, etc. Enfin, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu la petite référence que la ville, en plus, participe à un parc. Je trouve que c'était complémentaire pour apporter, comment dirais-je, s'il fallait, de la persuasion dans la volonté de la commune de bien s'inscrire dans cette démarche-là. Voilà. Bon, c'est un peu dommage. Bon, je voulais savoir pour cette opération, est-ce que en interne au niveau de la commune, s'il y aura du personnel dédié, et si oui, avec quel type de compétences pour répondre aux demandes du prestataire et puis suivre le dossier sur le plan technique. Et enfin, bon, le prestataire, vous l'avez répondu, par contre, le coût est entièrement porté par la NCT, c'est ça, hein? Donc, il n'y a aucune participation de la commune à prévoir. Bon, voilà, c'était une de mes questions. Et puis, la durée de la mission, je ne l'ai pas retrouvée dans le rapport complémentaire. Voilà, c'est tout. Alors, attends. Il s'agit d'une mission d'une durée de 1 an. On commence par... alors, il y a déjà la NCT qui est passée, qui a visité un petit peu la ville de Thiers pour s'imprégner du contexte thiernois. Et l'idée, c'est de partager en fait les expériences. Alors il y a une page qui est créée qui s'appelle Territoire en commun. Et l'idée, c'est de partager les expériences avec les autres communes participant à cette démarche, et donc d'aller visiter chez elles aussi leur contexte et puis comment elles mettent en place les démarches participatives liées au projet. L'idée, c'est ici de contractualiser avec une maîtrise d'œuvre qui va nous accompagner, une ingénierie qui va nous accompagner dans la démarche de participative avec les habitants, et nous proposer plusieurs versions ou plusieurs possibilités en tout cas d'associer la population aux décisions prises dans les démarches de projets urbains. Et une fois qu'il y aura cette mise en place, on passera sur une expérimentation donc des ateliers participatifs avec les habitants. Et une fois que ça se sera fait, à la fin, on retournera voir les différentes communes qui participent à cette démarche pour faire un bilan global. Merci. Rappuie. Pardon. Voilà, oui, personnel dédié, personnel communal dédié. Oui, bien sûr. Il y en aura à la fois sur la partie urbanisme et puis une partie sur la démocratie participative avec des temps d'accompagnement, parce que bien évidemment vous imaginez que c'est pas simplement la NCT qui porte ce qui va se faire sur notre territoire, c'est bien un travail. Alors, quand on dit qu'il n'y a pas de volet financier à cette convention, mais en plus, la convention, on peut y mettre fin très rapidement, comme vous l'avez pu le lire, mais il y a quand même un volet financier au travers du temps d'agent permettant d'accompagner l'ensemble de ces démarches. Monsieur Beaucourt.
Oui, monsieur le maire, nous sommes nous de plus en plus sceptiques devant cette façon. On lève le doigt à chaque fois qu'il y a un appel à projet de l'État, à tout propos, aussi bien ici qu'à TDM, ça commence à faire beaucoup. Bon, les intentions sont bonnes, mais c'est jamais gratuit, vous venez de le dire. Il y a quand même du personnel qui va être affecté, du temps d'agents, du temps d'élus, des déplacements. Pour un travail avec des villes qui sont guère comparables à la nôtre, et surtout sur la question de l'implication des citoyens. Vous avez toujours répété que c'était là votre ADN commun, que la démocratie participative. Eh bien, mettons-la en œuvre ici. Faisons les réunions de quartier là telles qu'elles ont été prévues. D'abord, ça permet d'avoir une expérience, de sortir du papier, d'aller sur le terrain. Avant, je vois pas de quelle expérience on pourra se prévaloir. Voilà. Bon, on se reposera pas pour autant, mais nous sommes quand même extrêmement sceptiques vu l'état de l'implication des citoyens ici, qui a quand même pris beaucoup de retard. On n'a même pas testé ce qui était prévu, la charte qui était prévue. Donc, je pense qu'il faut en commencer par là avant que de partager avec d'autres. Voilà. L'un et l'autre ne sont pas antagonistes. Effectivement, il faut commencer par rapport à... On a commencé sur le conseil municipal des jeunes, on va poursuivre avec le comité des villages, des quartiers, justement. Mais très clairement, on a pris effectivement du retard. Alors parce qu'il y a eu la phase Covid, mais aussi parce qu'on a eu des problèmes en termes budgétaires et organisationnels. Ça, il faut en être suffisamment conscient et au moins l'exprimer. Ce que l'on espère aussi au travers d'un projet comme celui de la NCT, bon, ils sont pas venus vers nous non plus totalement par hasard, c'est eux qui ont été aussi, qui étaient intéressés pour venir travailler avec nous par rapport à un certain nombre de choses que nous portons. Et nous avons espoir. Alors, je peux comprendre votre agacement par rapport aux appels à projets. Je ne vais pas dire que moi, cette vision des appels à projets ne pose pas un problème. C'est pas d'ailleurs simplement l'État, c'est l'ensemble des collectivités qui utilisent des appels à projets et donc qui focalisent sur du temps court. Puisque on doit se réinscrire complètement dans des démarches qui ne sont pas forcément les nôtres, inscrire nos démarches dans celles des autres, c'est parfois un peu compliqué, mais bon, très clairement, c'est une politique de fond maintenant sur les 5-10 dernières années, et on a espoir aussi, au travers de cet appel à projet, de pouvoir capter des sources de financement sur un certain nombre d'autres actions, parce qu'on a répondu à ces appels à projets. Il faut voir aussi cet aspect-là des appels à projets, c'est que un appel à projet, on appelle souvent un autre. C'est parce qu'on a été labellisé de telle et telle manière qu'on est capable d'aller chercher des financements par ailleurs. Et moi, j'entends votre critique, c'est une critique de fond des politiques d'appel à projet que je peux partager en grande partie, mais malheureusement, c'est celle qui prévaut dans les temps présents et dans lesquels, malheureusement, notre action s'inscrit malheureusement. Je ne sais pas si David... Oui, là simplement pour compléter, moi, M. Boucourt, je suis partagé sur votre avis, où vous dites il suffit d'aller faire des ateliers, d'aller voir les quartiers et puis d'aller discuter avec eux. Voilà, commencer par le faire, très bien. Voilà, en fait, la complexité là-dedans, c'est que quand on fait des ateliers participatifs comme ça, et quand on le fait, parce que l'animation, c'est un vrai métier, et la concertation aussi. Et en fait, généralement, dans ces réunions-là, on a toujours les mêmes qui viennent, les mêmes qui parlent, et les autres sont oubliés ou ne sont pas entendus. Et donc l'idée, c'est de mettre en place une démarche un petit peu originale et adaptée au contexte pour pouvoir essayer d'avoir la parole la plus large possible. Appuyez sur votre micro. De mon point de vue, c'est faire. C'est jamais évident du premier coup, mais ça permet une réflexion interne. Et je pense que c'est plutôt la meilleure des choses. Voilà. J'ai bien entendu les arguments de Monsieur le maire sur les appels à projet. Effectivement, on s'est bien aperçu qu'un appel à projet en entraîne un autre. Bon, enfin, voilà. Par exemple, si je prends l'exemple du service urbanisme, il n'a plus le temps de préparer une modification mineure du PLU pour 2 petits projets.
et donc on est obligé de faire appel à un cabinet extérieur, mais on va le mobiliser pour des choses qui ne sont pas inintéressantes, mais qui ne sont pas indispensables. Voilà. Encore une fois, hein, les appels à projets, c'est pas simplement quelque chose qui touche les collectivités territoriales. Moi, je vois par rapport aux entreprises, on sait qu'il y a des aides qui avant étaient données d'une manière récurrente pour telle et telle raison, et maintenant c'est toujours sur des logiques d'appel à projet. Et donc soit vous avez un projet et vous avez 6 mois pour rendre votre copie, soit vous n'avez pas de projet. Et très clairement, cette logique, elle nous conduit nous-mêmes à agir de telle et telle manière. C'est-à-dire qu'on a toujours sous le coude un certain nombre de projets, et par rapport à ce qui est lancé, on essaye d'inscrire, comme on le peut, ces projets dans les appels à projets du moment. Et avoir répondu à des appels à projets en amont, ça nous rend aussi crédibles dans les appels à projets suivants. C'est un peu la double peine pour ceux qui ne répondent pas aux appels à projets. C'est les mêmes critiques que l'on peut faire d'ailleurs sur l'ensemble des études que l'on fait parfois. On sait qu'il y a des études qui sont plus intéressantes que d'autres, hein. Il y a des études qui apportent vraiment une compétence, une expertise importante par rapport à ce que l'on fait dans nos services, et d'autres qui sont plus discutables. Voilà, on va laisser sur une forme d'euphémisme, mais si on n'a pas les études, on ne peut pas répondre à des demandes de subvention. Donc on est obligé d'en passer par là, que ça nous plaise ou pas. Et j'entends votre remarque critique, mais à mon avis c'est une remarque de fond qu'il faut qu'on porte tous collectivement auprès de l'ensemble des instances. Je pense qu'on allait un peu trop loin dans cette dynamique des appels à projets. J'entends, monsieur le maire. Vous pensiez à certaines études, moi aussi. Il faut quand même faire attention, parce qu'à force de mobiliser, il y a quand même des citoyens qui se mobilisent, qui donnent du temps pour venir le soir participer à des tables de travail, bon, qui durent 2-3 heures. Bon, ils attendent des mois pour avoir une synthèse, un rapport non conclusif. Puis, de toute façon, c'est pas l'endroit de décision. Il y a un risque quand même de lassitude, de désinvestissement des citoyens qui sont plutôt les plus mobilisés. Hein, quand ils sont venus 1 fois, 2 fois, 3 fois contribuer à une étude, plus les études de TDM, hein, voilà, on retrouve toujours à peu près les mêmes personnes, et je pense que voilà, c'est important de ne pas les décourager. C'est une richesse. Alors, les études en général, quand on les utilise, nous, sur notre territoire, elles servent à quelque chose. Enfin, vous avez vu, la piscine est sortie en 3 ans. Enfin, il y a un certain nombre d'études qui ont fait qu'on a réussi à aller chercher des financements. Vous avez entendu, comme moi, monsieur Hortefeux parler aussi des financements de la ville. Ça, c'est parce qu'il y a eu des études qui ont été faites et qui ont convaincu. Il n'y a pas que les études qui ont convaincu, mais sans les études, on aurait été incapable d'être retenu. Je pensais à Tiers 2030, par exemple, mais il y a d'autres exemples. Bien, je fais voter la charte territoire en commun en l'état. Y a-t-il des votes contraires? Des abstentions? Alors, ça fait c'est 7, 8 7 abstentions. 8 6 bon. Je ne sais plus compter, M. Beaucourt, vous voyez. Il est temps que je prenne des vacances. Point suivant, il s'agit de la réhabilitation de Défimode et du choix de la maîtrise d'œuvre. Donc il y a une CAO qui s'est tenue et qui propose que soit retenu le cabinet Montretier pour un forfait de rémunération de 11,80%, soit un montant de 285 920 € hors taxe. Lorsqu'ils auront travaillé, je proposerai qu'il y ait une présentation au sein du conseil municipal pour qu'on puisse avoir entre ce qu'ils ont fait pour la CAO et ce qu'ils feront pour la suite, qu'on n'ait pas des messages un peu brouillés, parce qu'il y a eu quand même des exigences de la CAO qui ont été portées, et donc que nous porterons auprès de ce cabinet. Y a-t-il des interventions? Monsieur Beaucourt.
je ne vais pas remettre en cause un choix auquel nous avez associés, même si nous n'aurions pas fait celui-ci, mais c'était un bon exercice de démocratie participative interne, je veux le souligner, de transparence, voilà. Simplement pour exprimer mon inquiétude, et je crois qu'elle est assez partagée, concernant les 5 commerces au rez-de-chaussée. Bon, c'est là un gros pari, j'ai pas vu d'études de marché, on ne s'est pas interrogé sur le pourquoi ces types de commerces ont disparu au cours des dernières années. Voilà, je souhaite bien entendu que ça marche, mais enfin, au cas où ça ne serait pas le cas, il faudrait prévoir que les travaux les plus lourds soient réversibles, afin qu'on puisse éventuellement avoir une autre utilisation si les 5 commerces ne parvenaient pas à se développer. C'est parce que je souhaite évidemment, mais je suis quand même assez sceptique. Voilà. Alors, je répondrai sur le fond et puis sur la réversibilité. Alors, la réversibilité, c'est des choses qui maintenant sont de plus en plus prises en compte justement par les architectes parce que c'est un mouvement de fond où avant on avait vraiment des fonctions très très marquées et du coup des bâtiments qui, lorsqu'ils perdaient leur fonction, avaient des difficultés à se métamorphoser. C'est moins le cas aujourd'hui. En tout cas, moi j'entends votre remarque et je suis prêt à l'apporter auprès de l'AMO qui va nous accompagner sur le marché couvert. Alors, vous avez parlé du fait qu'ils avaient fermé pendant les années 70-80. Je voudrais quand même faire remarquer que dans les derniers temps, on a de plus en plus de marchés couverts qui reviennent sur le devant, hein, que ce soit... Bon, il y a un certain nombre de marchés couverts sur des petites capitales régionales qui ont retrouvé une certaine force aussi parce que je pense qu'on est en train de basculer tout le discours prégnant sur les circuits courts, sur le fait d'avoir des produits de qualité. On a parlé tout à l'heure du projet alimentaire territorial. C'est aussi des choses sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. En tout cas, moi je suis convaincu que c'est un projet qui peut marcher et qui va marcher. En tout cas, c'est le pari que cette équipe a fait au moment où nous avons lancé la réhabilitation, enfin l'idée de la réhabilitation de Défimode. Bien évidemment, le marché est la traduction technique de choix politiques en amont. Et là-dessus, effectivement, nous avons... Alors, vous direz-vous un pari? Moi, je pense que c'est un pari qui a de fortes chances de réussir. Mais ça, après, seul l'avenir nous le dira et nous départagera. Nous le souhaitons. Alors, sur cette délibération, nous sommes plutôt satisfaits du choix du maître d'œuvre qui nous semble correspondre assez bien à un projet de développement et de maintien de l'activité pour le centre-ville. Et pour faire court, je pense qu'il faut être résolument optimiste pour la réussite de ce projet. Que nous voterons bien entendu, cette délibération. Notre inquiétude, nous, elle est plus globale. Voilà, le projet n'est pas commencé que déjà les coûts flambent. Bon, on en est, voilà, il y a un contexte qui explique en partie cette réalité. Parallèlement, sur un autre chantier extrêmement important qu'est la réhabilitation du groupe scolaire Georges Sand, on assiste à la même flambée des coûts. Et donc, ce que nous souhaiterions, parce que, alors, j'espère qu'on n'a pas une amnésie collective au niveau du groupe, hein, mais nous ne nous souvenons pas d'avoir eu un temps de réflexion et d'échange collectif autour du PPI récemment. En tout cas, lors de la présentation du budget, on n'a pas le souvenir d'avoir eu ce temps de réflexion ou voilà, ce temps de travail collectif ou d'information au moins. Et puis ceci dit, même si il s'avère que voilà, on a été victime de cette amnésie, vu l'évolution des coûts qui nous sont présentés, voilà, même en étant optimiste, on n'est pas sûr que dans peu de temps on revienne à des réalités un petit peu plus basses.
voilà, nous souhaiterions que vous nous proposiez un temps de réflexion, d'information, de travail autour du PPI, parce que la crainte, c'est que cette augmentation, cette flambée des coûts, nous passe les menottes, en tout cas, nous empêche de répondre à des besoins urgents pour rénover, réhabiliter certains sites qui en ont aussi cruellement besoin. Voilà, donc ce temps de travail, nous souhaiterions qu'il soit mis en place assez rapidement. Alors peut-être pas cet été quand même, mais à la rentrée, ce serait intéressant de voir où on va, parce qu'actuellement, c'est un petit peu le brouillard pour nous. Alors, par rapport au PPI, il a été voté lors de ce conseil, puisque nous avons eu des autorisations de programme qui est inscrit dans le temps long, justement, le programme d'investissement, de manière à ce que vous ayez une lecture aussi budgétaire par rapport à ce que vous indiquiez sur les temps présents, l'inflation, les difficultés financières. Je serai certainement le dernier à vous dire que vous n'avez pas raison, puisque je l'ai déjà évoqué lors de ce conseil en juin dernier. Au-delà du PPI, je pense que c'est une réflexion encore plus globale à avoir. Et nous serons accompagnés bientôt par un cabinet pour la partie financière, pour que nous puissions avoir une lecture financière de ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire des glissements. Enfin, vous avez le point d'indice des fonctionnaires que par ailleurs je défends parce que je pense qu'ils ne sont pas forcément très bien payés, mais très clairement pour nous c'est 300 à 400 000 euros de plus. On savait que la CAF, telle qu'elle était prévue pour l'année 2023, c'est 300 000 euros. Donc on était loin des 525 000 euros qui sont les dotations aux amortissements réglementairement inscrites. Donc on devait déjà faire un effort, plus le fléquage de la piscine. Donc tout ça fait qu'à un moment, il va falloir qu'on puisse avoir un débat à la fois serein, allant au fond des choses. L'investissement n'est qu'une partie, mais de toute façon, le PPI, enfin ce que vous évoquiez comme PPI, c'est lié à la capacité d'autofinancement. Et les 525 000 euros, je rappelle, c'est des choses qui sont réglementairement inscrites, parce que les dotations aux amortissements, elles doivent être couvertes, et donc on doit au moins atteindre ces 525 000 euros. Ce qui n'était pas encore le cas pour l'an prochain, et on avait calculé ce plan pluriannuel d'investissement par rapport à ces 525 000 euros. Donc on a quand même fait des choses avec des choix légers de désendettement. On parle sur le budget principal, mais en fait sur les budgets consolidés, moins 1 million d'euros. C'est-à-dire le budget en rue et le budget principal, moins 1 million d'euros. Donc c'est encore quelque chose sur lequel on n'a pas une marge de manœuvre énorme. On peut faire, au lieu d'1 million d'euros, 725 000 euros, mais il faut quand même poursuivre ce travail de désendettement, parce qu'on est quand même une commune relativement endettée. Et par ailleurs, il faut poursuivre un travail d'investissement sur notre ville. Mais la question est très clairement posée des temporalités, c'est-à-dire par rapport au PPI. On avait imaginé de le faire sur une durée donnée. On savait qu'il y avait des glissements, alors plutôt pour des raisons organisationnelles, parce qu'il faut pouvoir suivre l'ensemble de ces investissements, mais très clairement va être reposé. Alors on pouvait se l'imaginer déjà sur les espaces publics. On l'avait complètement inscrit sur 6 ans. On sait très bien que les espaces publics, on parle plutôt de 10 ans, voire même un peu plus. Donc, ça nous donne déjà un peu de marge de ce côté. Par rapport par contre, au budget principal, quand on regarde les investissements qui sont prévus, il me semble qu'on peut difficilement faire moins qu'une rénovation d'un groupe scolaire. Et là, on savait que les 2,5 millions n'étaient pas suffisants par rapport à cet investissement-là. On avait simplement mis l'autofinancement nécessaire, et il faut aller chercher un peu plus de subventions encore pour atteindre un montant, on estime à peu près à 5 millions d'euros. Donc je pense qu'on ne sera pas très loin de ces chiffres-là. Par
par rapport à Defimode, on est dès à présent par rapport aux projections plutôt sur un montant un peu supérieur à l'enveloppe, enfin un peu supérieur, nettement supérieur, on parle de 600 000 euros de plus. Et très clairement, ça veut dire que peut-être qu'il y aura à repositionner un certain nombre d'investissements sur un autre mandat parce qu'on ne pourra pas le faire sur la mandature présente. Donc effectivement, il y aura un temps de débat, mais qui sera lié aussi à la présentation de la situation réelle financière dans laquelle nous sommes actuellement. Et très clairement, je suis moi heureux que ce débat ait lieu parce que en tant que maire, je suis bien évidemment responsable de la santé financière de la ville. On est passé au travers de beaucoup de péripéties ces 2 dernières années et à chaque fois on pense avoir rétabli la situation et à chaque fois il y a quelque chose qui refait basculer. On sait qu'on est sur une position financière très fragile on parle là d'investissement, mais il y a aussi le fonctionnement, parce que l'inflation, elle ne touche pas simplement la partie investissement, elle touche aussi la partie fonctionnement. Et il y a un moment où un service public de qualité, il y a aussi des choix financiers derrière à faire. Alors, une question, s'il vous plaît. Il y a Francis Roux d'abord, et puis après il faudra... Oui, au-delà des choix difficiles qui seront peut-être à faire et dont on rediscutera, sur cette partie-là, moi déjà je suis très content qu'une équipe de maîtrise d'œuvre ait été choisie. Comme tout à l'heure Éric Beaucourt l'a dit, c'était un beau moment de démocratie au sein du Conseil. Sur cette partie-là, je pense qu'il pourrait être intéressant et rassurant pour l'ensemble des conseillers, parce que lorsque l'on est un peu loin de l'exécutif, on a du mal à voir. Ce serait peut-être un travail avec la future gestionnaire. Ça pourrait être intéressant, bien sûr, dans un cadre privé, complètement. Donc un conseil privé, mais je pense que déjà ça serait de nature à rassurer tous ceux qui ne gèrent pas au quotidien l'exécutif, et l'opposition est dans cette partie-là. Et pour le reste, effectivement, il fallait faire un choix. Peut-être que le choix qui est un peu moins cher tout de suite se révèle être le plus raisonnable. Donc du coup, maintenant, il faut qu'on essaye d'encourager au maximum ce maître d'œuvre, parce qu'il ne faut pas qu'on loupe l'affaire, quoi. Voilà. Mais vraiment un travail, donc ça concerne peut-être plus Sophie, mais un travail avec le ou les futurs investisseurs, je pense que vraiment ça serait de nature à rassurer tout le monde, parce qu'on sentirait peut-être la consistance. Merci. Alors, sur les copies, là, on a créé des copies. On en a créé un sur Georges Sand. Effectivement, que l'opposition soit associée, c'est bien le moins. On pourra travailler au fur et à mesure dans un débat qui nous permettra d'avancer sur ce projet. En plus, je pense que il y a eu des débats sur le choix retenu au sein de la CAO. Je vais pas trahir le débat de la CAO parce que normalement il y a rien à en dire, ça reste secret. Mais il y a eu des débats. Bon, c'est pas quelque chose c'est pas un secret en soi, mais il y a eu aussi un certain nombre de consensus au travers des débats sur les défauts des uns et des autres, et donc à prendre en compte pour la suite. Farida, il faut... d'informations. Il faut parler devant le micro, sinon ça sert à rien. Il est un peu loin, je suis pas grave, mais bon. Je voulais un peu plus d'informations par rapport au paragraphe sur les estimations et le coût des travaux. En fait, le coût des travaux, c'est ce qui reste à charge à la commune, c'est ça ? Non, le coût des travaux, c'est le coût des travaux totaux. Alors je comprends pas, j'ai pas compris, c'est pas ça. J'ai pas compris cette phrase alors. On parle de 3 millions. 3 millions 72. La première ligne, et après de 2 millions 4. Non, mais dis non. Alors si on additionne la rémunération
du maître d'œuvre, on arrive à 2 600 000, mais 85, mais toujours pas à 3 millions. Oui, c'est ce que disait Monsieur le maire tout à l'heure, c'est-à-dire que là, c'est une estimation du coût de l'opération proposée par la maîtrise d'œuvre qu'on a retenue, qui est à 3 millions et quelques euros, hors taxe, alors qu'on avait une estimation du coût des travaux initiaux qui était de 2 400 000. Voilà. Donc on a un dépassement de environ 600 000 euros par rapport à ce qu'on avait projeté, nous, et ce qu'on avait intégré en budget. Voilà. D'accord, il aurait fallu remplacer le haie par été, alors. Oui, tout à fait. Parce que là, c'est pas très compliqué. Ouais, c'est pas clair. Ah ouais, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Bien. Y a-t-il d'autres interventions sur ce sujet? Des oppositions? Des abstentions? Merci. Nous avons épuisé l'ordre du jour. Nous passons aux questions diverses, mais vous rappelez simplement que le prochain conseil municipal aura lieu le 13 septembre 2022 à 19h. À 19h. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Monsieur Beaucourt. Alors, je ne vais pas donner la à la bonne personne. Oui, simplement pour savoir si il y a du nouveau, une avancée pour le litige Rue-Carnot ou pas, ou est-ce qu'on doit rien attendre de l'été Alors, j'ai fait un point tout à l'heure avec l'avocate pour savoir où on en était. Donc, elle avait ressollicité la présidente du tribunal judiciaire. Il n'y a pas de nouvelles depuis, il n'y a eu aucune réponse, donc toujours aucune réponse. Je lui ai demandé de reprendre contact, essayer de les relancer une dernière fois, puisqu'après, fin juillet, on sera en vacances judiciaires, donc pendant le mois d'août, il n'y aura rien du tout. Donc j'ai bien peur qu'on doive attendre le printemps, enfin l'automne, pardon, la rentrée scolaire pour pouvoir avoir enfin des nouvelles. Mais voilà ce que je peux vous dire pour le moment. Et on est toujours sans nouvelles non plus de l'expert judiciaire. Voilà. Moi je persiste à penser que la voie judiciaire est une impasse, ou du moins pour longtemps, qu'il faudrait se placer sur le terrain du droit administratif, c'est-à-dire de prendre l'initiative juridique, pas seulement pour réguler la circulation, mais aussi pour rouvrir la voie en sécurisant. Ça suppose un partenariat avec le département, certainement, au moins financier, et même juridique, parce qu'ils ont certainement plus l'habitude d'être confrontés à ce genre de situation. J'avais sinon une autre question. Le conseil a été interpellé, le dernier conseil a été interpellé par des habitants là, du lotissement près des Cisoles, assez mécontents. Vous les avez renvoyés vers la gendarmerie qui, d'après ce qu'on me dit, a considéré que les problèmes de voisinage c'était l'affaire du maire. Enfin, je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais enfin bon, qu'est-ce qu'il en est? Vous avez dû, je pense, les recevoir, vous rendre sur place. Est-ce qu'on a pu médiater cette affaire, ramener le calme, ou est-ce que c'est toujours en l'état? Alors, il y a eu une réunion qui a associé la sous-préfecture, la gendarmerie et divers services sociaux pour parler à la fois de l'urgence et puis du fond. On a eu l'occasion d'évoquer un certain nombre de problèmes, d'ailleurs qui dépassent le Val de Thierry en lui-même, et d'essayer d'avoir quelques voies de sortie pour le futur. Alors, c'est pas la gendarmerie n'a certainement pas dit ça, puisque et je le rappelle, dès lors qu'il y a un problème, il faut appeler la gendarmerie. Ils ont fait des rondes dernièrement, ils ont même fait des rondes à des moments en amont pour prendre contact, pour avoir des informations, et on a en fait des choses assez diverses. On mélange à la fois des choses qui sont de l'ordre de l'incivilité, des musiques qui dépassent du coup très largement ces parties-là, les voitures qui mettent les musiques la nuit, ou des gens se couchent assez tard.
Donc ça, c'est une partie. Et puis des parties qui sont beaucoup plus problématiques, avec des jets de pierre sur les personnes qui sont venues se présenter lors du dernier conseil municipal, et pour lesquels il y a un travail à faire avec les services de la gendarmerie, et très clairement un travail d'animation à imaginer sur moyen et long terme, qui demande là aussi que l'on puisse mettre un budget en face. Et donc nous avons à la fois posé le problème, interpellé les possibles financeurs qui pourraient nous accompagner sur ce genre d'affaires, puisque c'est pas simplement une animation en journée, hein, ça veut dire en soirée, les week-ends, etc. Donc quelque chose d'un peu plus lourd, d'accompagnement, peut-être des lieux de sociabilisation qui n'existent pas. Donc un travail de fond qu'on avait déjà entamé avec les services de l'État en particulier, puisqu'on a eu l'occasion déjà de mettre en avant ce type de problème lors du dernier été, et malheureusement on n'a pas toujours les fonds nécessaires pour aller jusqu'au bout des choses. Donc au moins je pense que l'ensemble des acteurs ont pu faire part. Il y avait le département aussi qui était représenté. Chacun a pu faire part de ce qu'il voyait, avec une appréciation quant à ce qui pouvait se passer, qui pouvait être extrêmement riche, parce que précisément on a pu séparer ce qui était vraiment de l'ordre on va dire de l'incivilité, de l'ordre des problèmes de lieux, de sociabilité, parfois de problèmes aussi de phénomènes de groupe, où en fait on a plutôt d'une manière générale des jeunes qui sont très bien, mais dès lors qu'ils forment un groupe, vous savez la phrase de Desproges, un groupe de plus de 2 personnes, c'est une bande de cons, mais c'est un peu ça l'idée, c'est qu'il y a eu des incendies qui ont été et voilà, il manque vraiment un accompagnement fort pour accompagner, pour mettre en œuvre une politique de long terme. Attendez. Bon, votre réponse me rassure un peu, mais partiellement seulement. D'abord, des incidents, des incivilités comme ça peut se produire n'importe où. On ne pourra pas mettre à chaque fois un budget en face, c'est pas possible. Donc il faut mobiliser ce qui existe déjà. On a une convention avec la DSEA, on a des relations avec le département, on a la gendarmerie, on a aussi des services sociaux internes, on a une politique sportive, enfin et culturelle largement. Donc on a quand même des ressources. Bon. Donc la conscience que les réponses sont multi-ressources, ça me va bien. Ce qui me va moins bien, c'est que on a un CISPD, donc il est complètement hors sol. On peut y blablater tant qu'on veut, mais dans une circonstance comme ça, la réunion du sous-groupe espace public en cellule d'urgence, qui doit être réunie quasi immédiatement, à mon avis, c'est utile. C'est en principe le lieu, surtout pour le moyen et long terme. Bon, pour le jour même, c'est difficile. Mais si on ne donne pas l'utilité à l'instance du CISPD, il restera ce qu'il est, ou plutôt ce qu'il n'est pas. Alors, pour rappeler simplement que ce groupe de travail a vocation à travailler au sein du CISPD. Voilà, donc on a réuni en urgence parce qu'il y avait un problème particulier, mais le travail de fond, il se fera dans le cadre du CISPD. Je n'avais pas forcément prévu d'échanger là-dessus, mais moi je rejoins Eric lorsque il parle de je crois de l'intérêt peut-être de reconstituer un CLSPD local ou si c'est pas un CLSPD, un groupe de veille ou quelque chose comme ça qui permette de réagir rapidement, beaucoup plus que ne peut le faire un CLSPD lorsque la ville et les élus sont interpellés par des habitants
Alors, effectivement, on peut remettre en cause à un moment certains arguments, n'empêche qu'il y a un vrai sentiment de malaise et de mal-être, voilà. Donc, mais ça, c'est une parenthèse. Deuxième remarque, c'était sur une demande d'informations pour le prochain ou dans les conseils municipaux à venir. Puisque depuis que la ville est passée en régie, il y a un devoir, une obligation, je crois, de mettre en place ou de faire un rapport annuel sur la qualité des services et enfin sur les tarifs et la qualité des services de l'eau potable et de l'assainissement. Donc, non, alors on a obligation. J'ai regardé sur les textes, on a obligation sur l'article justement 22, lorsqu'il y a une 24, délégation 5. de service public, ce qui était le cas avant. Donc il y a une commission consultative des services publics locaux. Là, on a précisément, alors c'est pas la commission consultative des services publics locaux, mais on a une instance qui pilote la régie publique, qui est réunie et dans lequel devraient siéger des membres de l'opposition et ils ne siègent pas toujours, je reconnais. Non mais je suis oui, non mais enfin moi j'ai regardé parce que bon ça me les textes, c'est l'article 22 40 24 5 puis 6 je crois, je sais plus exactement, mais où il est indiqué que le maire normalement, enfin le maire ou un adjoint, son adjoint référent donne lecture au conseil de ce rapport. Voilà. Alors à vérifier. Hein. Bon, donc nous. Alors non, je réinsiste. Lorsqu'il y a une délégation de service public, c'est-à-dire quand il y a une entreprise autre que les services de la ville, il y a effectivement besoin d'une commission consultative des services publics locaux. Ce que l'on avait fait lorsqu'il y avait la SOR à l'époque, et puis même un peu plus tard avec le partenariat public-privé, il y avait justement une présentation de ce partenariat une fois par an avec l'ensemble, avec un mélange entre d'un côté des élus de la majorité de l'opposition et puis un certain nombre d'associations. Par contre, on a des instances maintenant au sein de la régie. Alors, à peu près d'ailleurs, c'est à peu près le même type d'instance, parce qu'on a à la fois des élus de la majorité de l'opposition et des associations, c'est à peu près les mêmes qui siègent d'ailleurs, qui sont réunies. Par contre, elles sont réunies beaucoup plus fréquemment et elles ont accès à l'ensemble des pièces du dossier. Alors, il y a par contre, je suis pas sûr, mais il me semble qu'on devrait mettre en place à un moment donné une commission liée aux usagers, et ça par contre je suis pas sûr qu'on l'ait mise en place. Bon, je regarderai, mais enfin voilà, j'ai une interprétation différente, mais bon ça me voilà. Et la deuxième, donc c'est c'est tout frais, et donc on vient de vivre 3 jours de Pamparina à Thiers, et bon je pense que beaucoup ont pris se sont régalés, hein, c'est peut-être pas le bon terme, enfin voilà, c'est celui qui me vient le premier. Et donc, au nom du groupe, je souhaitais que Monsieur le maire ou Claude, en tant qu'adjoint à la culture, vous remercier tous les services, parce que bien sûr il n'y a pas que le service culturel, tous les services, et puis il y avait aussi les commerçants, plein d'associations qui ont vraiment été très présents et ont permis une très belle édition de cette Pamparina 2022 avec une belle programmation, mais aussi les services. Il y avait une qualité de service. Je pense que chacun, c'est quelque chose qui m'a été. On sait que s'il y a moins de problèmes, on n'est pas perdu dans un festival. Il y avait vraiment une proximité. Et, on sentait un entourage. C'est pas le terme. Enfin voilà, un accompagnement extrêmement efficace et bienveillant. Donc, voilà, on vous charge de remercier l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce qu'on passe ces beaux moments ensemble.
Alors, je l'ai fait en entrée, effectivement, et je veux bien le faire au nom de l'ensemble du conseil municipal, hein, de remercier l'ensemble des services, l'ensemble des partenaires, partenaires institutionnels, en particulier l'État, et partenaires mécènes qui accompagnent cette programmation. Toujours est-il que je reprends les mots qui ont été prononcés ici. C'est un très beau, un très bel événement que nous avons eu l'occasion de vivre. C'est une organisation énorme. De l'extérieur, tout semble bien huilé, et derrière, il y a un travail de plusieurs mois. Et quand je parle de mois, quand on finit une Pamparina, on prépare pratiquement la Pamparina suivante, et je tiens à remercier non seulement les services sous la direction de Christophe Pili, mais je souhaite aussi remercier le travail fait sous la direction politique de Claude Guyon-Chenot, qui est pour beaucoup dans ce succès. Je vais lui laisser la parole peut-être pour rajouter quelques mots. Des questions qui doit nous présenter. Alors, pourquoi ça marche pas? J'ai pas ce temps-là pour chanter. Non, bah, en tout cas, parce que je sais que c'est partagé avec l'équipe aussi d'Éric. Ouais, je vous remercie de prendre cette parole et puis de dire merci à l'ensemble des services qui ont participé à la réussite de la Pamparina. Je vais faire de la répétition par rapport à Stéphane, mais c'est vrai que c'est quasiment un an de travail. On a une grosse pression parce que la météo est un enjeu hyper important pour la réussite d'un tel événement. Après 2 années d'absence de Pamparina, le public a répondu présent. Donc ça donne aussi du baume au cœur de travailler sur un tel événement et de dire on l'a pas fait pour rien. Donc merci en tout cas à l'ensemble des services. Et quand je dis ensemble des services, c'est les services techniques, services associatifs, le service communication, le service culturel, le service association. L'ensemble des services de la ville de Thiers a été impliqué sur cet événement. Et je trouve ça chouette que vous l'ayez vu. Et j'espère franchement que les Thiernois ont apprécié l'événement. Voilà. Donc merci à tous et puis de moi, et en espérant que l'année prochaine, la fête soit tout aussi belle. Je vous en prie. Attendez. Bon, je ne veux pas jouer les rabat-joie, hein, mais les coûts sont répartis dans plusieurs chapitres du budget, je suppose. Est-ce que vous avez regardé ce que ça représente globalement une Pamparina? 2,5 millions, 250 000. Attends, vas-y, appuie, je t'ai effacé. Le budget Pamparina, en fait, c'est pas que c'est réparti, puisque nous, on a un chapitre Pamparina, donc tout est transparent entre la programmation, la technique, le catering. Tout à l'heure, je voulais faire un petit aparté sur le catering qui a été choisi, parce que le marché avait été passé infructueux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le marché, l'entreprise qui a eu le marché, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris contact avec des producteurs locaux et elle a fourni durant tout le week-end des repas faits maison avec des producteurs du territoire de Thiers. Donc j'ai trouvé la démarche assez saine et plutôt dans le sens de nous ce qu'on souhaite. Le budget Pamparina, c'est 230 000 €. Qui a été plus haut il y a quelques années. Là, j'arrondis, c'est pas le chiffre tout à fait exact à 100 € près, mais on est sur une ligne budgétaire de 230 000 €. Vous l'avez bien compris, on est sur quand même un financement à majorité municipale. Non, on n'a pas valorisé. Je parle financièrement le coût de la Pamparina. Donc c'est important que les gens... Coût des prestations des artistes, programmation, technique, communication, sécurité, tout ce que j'ai évoqué. Donc c'est un événement qu'il faut maintenir. Et si demain on veut le maintenir et garder une qualité comme celle-ci, il va falloir, nous, en interne, qu'on aille aussi chercher des partenaires.
Donc, on a commencé cette année à avoir une démarche avec un mécène et des gens qui sont venus se joindre et qui ont participé au financement, à des petits bouts de financement de la Pamparina, parce qu'on est sur des petits bouts. Hein. Et demain, il va falloir amplifier ce travail parce que c'est un événement qui quand même coûte de l'argent et nous, on souhaiterait en tout cas le maintenir et être accompagné pour pouvoir le financer puisque c'est un portage essentiellement municipal avec une petite subvention conseil régional, une petite subvention conseil départemental et le reste après c'est des entreprises privées. Les missions de gendarmerie principalement, il y a tout aussi, au-delà de la gendarmerie, c'est tout l'aspect sécurité, accompagnement qui est quand même assez fort. On a un lien maintenant très uni avec l'État. Un point peut-être sur lequel on pourrait insister, c'est l'un des seuls festivals gratuits. Et d'une certaine manière, on porte une certaine idée, c'est le droit à la ville qui s'inscrit dans un festival tel que celui-ci. Alors, là que c'est important de demander le coût, parce que c'est un budget important de fonctionnement. Je crois que c'est important aussi de savoir combien ça rapporte. Alors pas forcément. Alors bien sûr, c'est pas, il n'y a pas d'entrée, mais ça rapporte à la ville. Enfin, en tout cas, oui, mais ça rapporte aussi c'est l'image de la ville et tout ce que ça peut véhiculer pour ce qui concerne l'attractivité du territoire. Je crois que c'est les gens qui viennent à la Pamparina, je pense qu'ils découvrent la ville autrement, très glamour. Enfin, bruyante, vivante, et je trouve que ça réveille un peu cette cité que certains disent endormie ou où il se passerait entre guillemets rien. Là, je trouve que c'est quand même un bel exemple. Et donc, je pense qu'on peut être assez fier de l'Auvergne globalement parce que entre Aurillac et Thiers, c'est quand même des festivals. Europavox, il y a énormément de propositions de grande qualité sur des festivals gratuits. Ça, je trouve ça important. Alors, et puis, la deuxième chose, c'était sur effectivement tout ce que ça a rapporté en termes de ça se mesure pas. C'est très joyeux effectivement la Pamparina, mais mais et puis les commerçants, c'est pour eux une manne extrêmement intéressante. Je pense qu'ils ont dû un peu souffler cette année. Et question, c'est peut-être un peu prématuré, mais est-ce qu'on connaît la fréquentation déjà? À la louche. À la louche de Claude. Parce que Claude, il comptait la place de la mairie, en haut là, place de Parvis, il comptait. Oui. C'est le petit jeu tous les ans à la Pamparina. Alors la fréquentation, en fait, c'est une cote mal taillée par rapport au transport de bus, par rapport à la fréquentation des parkings, donc le stockage des voitures en bas, des estimations aussi de fréquentation de scènes. Donc voilà, on n'a pas de chiffres précis. On peut dire que c'est une édition réussie cette année avec beaucoup de monde. Mais bon, c'est un exercice qui est assez difficile sur les chiffres. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut savoir si le maire avait gagné pour Paris. Lors de l'inauguration du festival, il y avait un nombre annoncé, donc. C'est des chiffres qui m'avaient été soufflés. Il me taquinait. J'ai juste oublié, parce que c'est quand on évoque l'ensemble des services, j'ai oublié de parler de la police municipale, mais qui aussi est sur le pont pendant plus de 3 jours. Ils ont été présents de partout. Et donc, je remercie également la police municipale. Et je pense que j'ai oublié d'autres services parce que c'est tellement transversal cette fête que. Vincent. Oui, merci Monsieur le maire, puisque tout le monde s'accorde à dire combien cette fête de notre ville a été réussie ce week-end, j'aurais une proposition à faire au conseil municipal. Est-ce qu'on ne pourrait pas, là, tous ce soir, applaudir bien fort nos services pour l'organisation de ce festival, de ces 3 jours formidables que nous avons passés à Thiers, et tous ceux qui ont arpenté la ville ce week-end ont pu voir et mesurer combien les gens étaient heureux à Thiers ce week-end.
simplement aussi dire qu'on essaye aussi de travailler par rapport à ce que disait Claire Joyeux sur l'attractivité de la ville, parce que c'est un événement fort qui participe grandement à l'attractivité de la ville. On réfléchit dès à présent pour l'an prochain à ce que l'on appelle des speed dating pour les entreprises qui cherchent à recruter, d'utiliser cet événement de manière à soit proposer des offres de logement pour des Lyonnais, des Stéphanois, des Clermontois qui voudraient s'installer sur notre territoire. Vraiment utiliser du coup cet événement pour un peu plus que l'on ne l'a fait jusqu'à maintenant comme facteur de développement économique. Voilà. Bien, y a-t-il d'autres interventions? On peut estimer que la musique ayant adouci les mœurs, nous pouvons partir sur un été doux. En tout cas, je vous souhaite à toutes et tous un excellent été et nous nous retrouverons en septembre.